Good afternoon, everyone, and thank you for following this fireside chat session, or good morning, depending on where you are in the world. Henri Poupart-Lafarge, Chairman and CEO of Alstom, and Charles Edmond, President and CEO of the CDPQ, are joining us today in order to discuss how net zero objectives can be more integrated into decision-making. Good afternoon to both of you, and welcome to this fireside chat session. Good afternoon, Charles Edmond. Good afternoon, Mr. Poupart-Lafarge. They are both following this conference via video conference. Before we get down to business, I suggest you could both tell us why this is such a topical issue at the moment. Mr. Edmond, you have the floor. As far as we are concerned, the importance of integrated net zero objectives is related to three main reasons. First of all, this is related to the risk for our deposit customers and to ensure the safety of their deposits. A recent report was published on the damages to infrastructures. And this report indicated that climate change could cost up to $30 billion a year in terms of infrastructure, and it will be 10 times more before the end of the century, and 5 times more by the end of this decade. They say that amounts to about $35 billion a year. So this is a very important scope. The second reason is the opportunity for investment in terms of profitability and yield. At the moment, we are experiencing the greatest transition in terms of capital reallocation. There's a capital flow into sustainable funds, and it's 10 times as fast in 2020 than it was in 2018. And if we look at sustainable assets, we're talking about $35 trillion. So this gives you an idea of the scale of a capital reallocation. So sustainable assets are re-evaluated assets that are less risky. And I'll come back to that later. And these green assets are bought at a higher price, but you can also focus on the decarbonation of assets. And the third reason is based on the notion of intergenerational solidarity. So we are really thinking over a period of 50 years. So we're talking about long-term investments, which means that investors are looking well beyond their usually a 5-year vision. And this has an impact on the social element in ESG. And this was highlighted through the pandemic. So the objective for us is to combine progress with ESG and yield. And this has an impact in the economy that we are investing in. So just to make sure that we do not answer the main question of this roundtable straight away, I would like to go back to the agreement that was signed at COP26 a few weeks ago. That was a breakthrough. So everybody, and you included, realized that there's still so much to do to face up this challenge. You're absolutely right.
So we could see the glass half full or half empty. But anyway, there is still a lot to do. First of all, there's a feeling of urgency that was at COP26. And the climate crisis, in the light of the pandemic, has been seen differently. So we had a superposition of these two global crises, the climate crisis and the pandemic. And we have that objective of 1.8 degrees of climate warming, of global warming. And this is part of our long-term commitments. So the direction is good, even though it's above 1.5 degrees. We discussed carbon neutrality that's been announced as an objective by 2070. The millions of dollars that would be allocated to poor countries every year. And many developed countries are committing to not pollute outside of their countries. There's also the announcement of the phasing out of coal-fired power plants as well. But all this goes to show that this is a considerable challenge. And there are a lot of statistics. But if we want to summarize this, we have about 500 gigatons that we can still emit in the coming 30 years. So these are the gigatons that we can emit. And at the moment, we are emitting 55 gigatons per year. And we saw that 130 million players that were brought together by Mark Cunning. And so we also saw what happened at the G7 meeting. So we can see that there is an awakening. So first of all, investors, well, it's part of their DNA to cooperate and to be competitive. And so I think that people are realizing globally that we need to cooperate in this. So I think that Mr. Poupas-Lafarge has joined us. I hope you can hear us well. Yes, good afternoon. I apologize, my connection wasn't stable. So could you share your position on these first two questions before we get down to business and we start answering more tangibly the title of this session? Yes. First of all, thank you for giving me the opportunity to address you. There's a lot that remains to be done after COP26. So it may sound obvious, but it's a great challenge to humanity, to mankind, to limit global warming to 1.5 degrees. And transport is one of the major contributors to greenhouse gas emissions. And these emissions keep on rising. Therefore, transport is really at the core of our current discussions. And in the previous COPs, we saw that there was an increasing focus on transport. In Paris, at the COP21, we were focusing on power generation, primary energy, and there was not a lot of focus on transport. As a railway manufacturer, we are an advocate of a sustainable mobility,
and 90 million passengers use our trains, our global services, maintenance service, and signaling solutions. And we think that public transportation is really at the core of the answer. COP26 focused a lot on electrification of cars, for instance. But I think that the question of public transport needs to be at the top of the agenda. Indeed, I think that only a substantial transformation of our mobility, including with rail transport, can help us face this challenge. Rail transport helps curb emissions, for instance, and this will be the only way we can be up to the challenge ahead of us. And so we need to transform society and our modes of transportation. So you are both talking about the emergency. You say that we need to do more and faster. So how are you both approaching these climate challenges in your companies? Bien, en fait, nous, on a lancé une nouvelle stratégie climatique qu'on avait lancée en 2017, puis on essaie vraiment, je disais, de combiner l'ambition et le pragmatisme. Avant de la décrire un peu le contexte, on a parlé de capital constructif, bien, c'est générer de la croissance comme investisseur, des rendements, puis contribuer à cette transition-là. Mais je tiens à dire qu'on cible des occasions rentables. Et j'aime bien dire, on aime bien le E, mais on veut faire de l'argent avec le E. C'est notre rôle de fiduciaire pour nos bénéficiaires. Et donc, on prend en compte le facteur climatique pour répondre à votre question, Mme Mizo, sur une base, en fait, plus que quotidienne. Dans chaque décision, chaque dollar investi, nous mesurons combien de gaz à effet de serre il émet. Et donc, le climat, le ESG, si vous me permettez l'expression en anglais, est built-in, intégré au processus. Et donc, les employés se le sont appropriés. Ils ont un budget carbone par portefeuille qu'ils doivent atteindre. Et c'était pas facile quand ça a été innové en 2017 au début, mais c'est devenu, au-delà des cibles qu'on a dépassées depuis, c'est devenu un élément de culture intégré à la rémunération. On est un des seuls dans le monde. Et donc, ça aide aussi à la rétention du talent. Et il y a une fierté maintenant aujourd'hui qui vient avec ça. Donc, comment on l'a abordé? Bien, dans cette nouvelle stratégie climatique-là, il y a 4 piliers, en fait, qui, je crois, fait de nous un leader à l'échelle mondiale. On l'a annoncé en septembre. Et je dis souvent, c'est une couche d'ambition à la fin sur une tonne de calcul. Je dirais dans ces 4 piliers-là, les 2 premiers, c'était des cibles existantes, donc on a rehaussé l'ambition. Dans un premier temps, on veut atteindre d'ici 2025 54 milliards sur les 400 milliards qu'on a aujourd'hui, donc on sera plus élevé, 54 milliards en actifs verts d'ici 2025. Et ça, c'est l'économie durable, c'est le renouvelable, la mobilité durable. Et ici, là-dedans, il y a aussi une combinaison de ce qu'on veut acheter du renouvelable ou développer du renouvelable. Puis il y a une discipline. La deuxième cible qu'on a rehaussé l'ambition, parce qu'on l'avait dépassée, bien, on veut réduire de 60% l'intensité carbone de tout notre portefeuille d'ici 2030. Et c'est bien, mais on dit toujours aussi notre portefeuille n'est pas l'économie dans son ensemble. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a un défi pour nous. À la Caisse de dépôt, le 400 milliards qu'on détient aujourd'hui, 80% sont des actifs à sobre, zéro émission ou faible émission, comme Alstom. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on se dit, bon, on va rendre le portefeuille vert. On pourrait rendre le portefeuille vert fluorescent, mais est-ce que l'économie s'en porterait mieux? Est-ce qu'on peut faire plus? Et c'est là qu'on est arrivé avec 2 nouveaux piliers, des nouvelles cibles. Une première de ces 2 nouvelles cibles-là, on a créé une enveloppe de 10 milliards pour décarboner les secteurs les plus émetteurs. Et on y reviendra plus tard, mais en fait, ça, c'est un passage obligé pour le but ultime, le sujet de la conférence d'aujourd'hui, qui est devenir carboneux d'ici 2050. Juste acheter du vert et ne pas décarboner ce qui pollue le plus, on n'y arrive pas mathématiquement au niveau de l'économie. Et dans un 4e temps, la nouvelle cible qu'on a amenée, c'est de sortir de la production de pétrole d'ici la fin de l'année prochaine.
Et ça, il restait 1% de notre portefeuille. Et la philosophie derrière, c'était de cesser de contribuer à la hausse de l'offre de pétrole. Parce qu'on peut argumenter à quelle vitesse on doit décarboner, mais de continuer à extraire du pétrole de la terre, on se dit là, c'est aller dans la mauvaise direction. Et donc, on revient à la notion aussi d'investisseur responsable. Le problème qu'on a, c'est que 80% de l'offre énergétique vient des énergies fossiles. Charbon, on a décidé de ne plus en faire. Pétrole, je viens d'en parler. Il reste le gaz naturel. Et donc, même si le renouvelable est intéressant, coûte moins cher, croît énormément, ce n'est aujourd'hui que 5% de l'offre énergétique. Donc, il faut encore rester investi dans le gaz naturel parce qu'on n'arrivera pas à amener le renouvelable du jour au lendemain à remplir tous les besoins énergétiques. Mais en même temps, notre capital est disponible pour des projets concrets, pour les entreprises dans le secteur de l'énergie qui veulent faire une transition. Je pense par exemple à BP, on les a financés, on les a aidés dans leur plateforme solaire, d'énergie solaire. Alors, c'est un peu quand je parlais d'ambition et de pragmatisme, c'est sur 4 volets. Je pense que c'est ce qui nous permet de dire, on a une approche qui non seulement est bonne pour le portefeuille, mais bonne pour la transition de l'économie. Donc, c'est comme ça au quotidien qu'on réussit à l'intégrer dans notre processus décisionnel. Alors, monsieur Poupart-Lafarge, vert fluo, comment est-ce que le sujet de votre côté infuse au quotidien? J'espère qu'il sera vert fluo. Non, nous, on considère déjà que notre quotidien nous permet une décarbonation des transports. Le transport ferroviaire est, dans son essence, beaucoup plus décarboné que le transport aérien ou le transport routier. Donc, le fait même de mettre en œuvre une stratégie, le fait même de produire des nouveaux systèmes, des nouvelles lignes, contribue à cette décarbonation des transports. Alors, pour autant, il nous a semblé qu'il faille qu'on aille au-delà de cela et que, même si, encore une fois, intrinsèquement, nos systèmes sont décarbonés, il faut qu'on puisse progressivement encore améliorer la situation. Alors, comment on fait ça? D'abord, il y a une règle un peu de base, c'est qu'une fois qu'on a des infrastructures en place, une fois qu'on a des lignes en place, il faut absolument exploiter ces lignes au maximum, puisque la construction de nouvelles lignes, évidemment, en soi, a un impact environnemental. Donc, une fois qu'elle est construite, il faut être sûr qu'elle puisse être le plus dense possible pour pouvoir retirer, bien sûr, de la mobilité d'autres moyens. On fait ça grâce notamment au digital, qui nous permet, par exemple, de passer sur Paris-Lyon de 13 trains à l'heure à 16 trains à l'heure, ou qui nous permet, dans un système urbain, de passer de un métro toutes les 90 secondes à un métro toutes les 60 secondes. On voit qu'on peut gagner beaucoup en efficacité, beaucoup en capacité, grâce aux systèmes digitaux. Après, quand on va un cran plus loin, il faut également que les produits, nos matériels roulants, consomment moins d'énergie, d'une manière générale, moins d'électricité, notamment. Et donc, on a des objectifs. On a pris un point de départ en 2014 de diminuer de 20 à 25% l'ensemble de nos plateformes de matériel roulant d'ici 3-4 ans. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire. Chaque nouvelle génération de matériel roulant consomme moins d'électricité que la génération précédente. Ensuite, nous sommes rendus compte que certains systèmes utilisaient encore du diesel. Charles vient d'en parler. Il y a le problème du pétrole. Il faut qu'on arrive à s'extraire et décarboner ce qui est aujourd'hui carboné. Et ça, c'est le diesel. Et donc, comme vous le savez, Alstom a lancé, il y a déjà maintenant de cela 7 ans, un train à hydrogène en 2014, que nous avons mis en ligne en 2018. Et nous allons être les premiers à avoir une ligne complètement hydrogène, uniquement servie donc par les trains hydrogène, l'été prochain en Allemagne. Donc ça, c'est une des manières de décarboner ce qui est encore carboné dans le transport ferroviaire. Nous sommes aussi présents, bien évidemment, dans les trains à batterie. Enfin, bien sûr que nos produits décarbonent le transport. On n'oublie pas non plus nos propres usines, nos propres process, et on travaille beaucoup à décarboner nos outils de production. On a un objectif d'utiliser 100% d'énergie renouvelable pour nos productions, d'utiliser 25% d'ailleurs d'énergie que nous produisons nous-mêmes, de manière, et on installe des panneaux solaires, par exemple, en Inde, dans d'autres pays,
pour alimenter nos propres usines. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on intègre ça dans toutes nos décisions. On ne se contente pas juste de voir que un nouveau système ferroviaire vient décarboner les transports, les systèmes de transport, mais il faut que nous-mêmes, on soit exemplaires. Alors, j'ajoute finalement, enfin, malheureusement, quelque part, mais compte tenu de la situation, nous sommes obligés d'être là pragmatiques. Nous avons aussi des réflexions sur l'adaptation des systèmes de transport aux nouvelles conditions climatiques. On est aujourd'hui partout dans le monde, donc on produit des matériels roulants pour des températures extrêmes, de moins 50 à plus 50. On réfléchit maintenant, à chaque fois qu'on met un nouveau système de transport, à sa résilience vis-à-vis des changements climatiques. Ça nous semble une attitude responsable, même si on se bat contre ces changements, même si on essaie de faire un maximum pour les limiter. Il faut reconnaître que aujourd'hui, les systèmes de transport qui sont là pour les 40 prochaines années doivent tenir compte de certains changements climatiques et doivent être résilients à ces changements climatiques. Alors, je vous garde, Henri Poupart-Lafarge, pour poursuivre sur ce que vous venez de dire. Dans quelle mesure la mobilité durable répond-elle à tous ces enjeux de décarbonation que vous venez de décrire? Alors, la mobilité durable, c'est effectivement une des réponses au changement climatique. Quand vous prenez un transport ferroviaire, enfin un transport sur grande ligne, train à grande vitesse, l'enjeu, c'est de passer de 100 à 1. C'est-à-dire qu'un train va émettre 100 fois moins de CO2 qu'une voiture aujourd'hui à pétrole. Mais même d'ailleurs, la voiture électrique n'est pas la solution ultime. Pourquoi? Parce que la voiture électrique n'empêchera pas cette grande diffusion du nombre de voitures, le fait que les voitures sont très peu utilisées. Si vous prenez là aussi un train va faire 100 fois plus de kilomètres dans sa vie qu'une voiture. Il va être utilisé de manière beaucoup plus continue qu'une voiture. Il va utiliser beaucoup moins d'espace qu'une voiture. Donc il faut vraiment qu'on pense système de mobilité durable. Il ne s'agit pas d'opposer les modes de transport les uns aux autres, mais c'est la multimodalité, c'est l'optimisation des systèmes qui va permettre d'apporter une solution, à la demande de mobilité naturelle et deux, aux défis climatiques. Et pour combiner les deux, il faut absolument qu'on ait un système dont la colonne vertébrale sera le transport public, sera le transport ferroviaire public partout où c'est dense, et qui viendra irriguer les différentes zones grâce à des modes de transport plus individuels. Mais il faut repenser complètement l'ensemble du système de transport et de la mobilité. Et c'est comme ça qu'on répondra à cet enjeu de développement durable. Charles Hémon, ça résonne ce que vient de dire Henri Poupart-Lafarge sur la mobilité durable pour vous? Ben oui, énormément. Puis je me substituerai pas à Henri en termes d'expert en mobilité durable. C'est lui l'opérateur, mais comme financier, la mobilité durable pour nous, sans reprendre exactement tous les thèmes qu'Henri a dit, puis j'apporterai une certaine couleur, mais comme il dit, ça vient transporter les marchandises, déplacer les passagers d'une manière beaucoup plus efficace. Puis la mobilité durable, pour toutes ces bonnes raisons-là qu'on a parlé, est importante. Et c'est un de nos principaux thèmes d'investissement. On est investi dans plusieurs autres joueurs importants avec une présence en Europe dans la mobilité durable. Et la mobilité a cet impact-là sur le E et le S. Et c'est rare que ça arrive, mais dans ce cas-ci, le E, on en a parlé, la réduction des gaz à effet de serre, réduction des véhicules individuels, comme le disait Henri. Quand même, le transport, c'est le quart des émissions mondiales. C'est un secteur qui augmente plus rapidement que les autres. Et je tiens à le dire, mais il faut féliciter l'Europe. C'est quand même la seule région qui a eu une baisse de 2% pendant cette période-là. Ce qui est peut-être intéressant en termes de la mobilité durable, c'est qu'il y a une notion aussi d'infrastructure. C'est qu'au niveau du S, du social, c'est un égalisateur, ou comme on dit en anglais, un equalizer. Et il faut pas oublier que depuis des décennies, on est dans une ère de création de richesses. Et de plus en plus, avec cette pandémie, la crise climatique, on semble évoluer. Je pense qu'on est déjà les deux pieds dedans dans une ère, les prochaines années, c'est une ère de distribution de richesses. Et ça amène tout un pivot à comment regarder l'impact des sociétés, comment réagir comme investisseur. Et donc,
La mobilité durable, c'est donner accès à des services de mobilité à la population. Donc, c'est une redistribution de richesses, ça augmente la qualité de vie, accès rapide au centre-ville, à des emplois payants, il y a une création de pôles de services, tout ça. Mais le point que j'ai aimé d'Henri, si vous me permettez, c'est que comme investisseur, on regarde aussi, c'est important de regarder en fait la décarbonation à chacune des étapes de la chaîne de valeur. Donc, les véhicules, les pièces, l'infrastructure, l'opération, la technologie. Comme disait Henri, et l'analogie que j'aimerais mettre, c'est souvent comme investisseur, on se fait donner une ovation debout quand on investit, par exemple, dans une plateforme éolienne. Bon, tout le monde dit l'output est vert, c'est très bien, mais les gens oublient qu'une éolienne, c'est fait de cuivre, d'acier, de béton, de plastique. Et donc, l'output est vert, mais l'input ne l'est pas. Et il faut décarboner aussi les intrants pour s'assurer que toute la chaîne de valeur atteint le net zéro. Et la mobilité durable, c'est un peu la même chose avec les matériaux. Donc, c'est ce qu'on aime avec Alstom, c'est un bon exemple. Puis ici, je vais exprimer un peu ma fierté puis celle de la Caisse d'être un actionnaire de référence pour Alstom. Mais c'est un leader dans un secteur qu'on adore, la mobilité durable, mais en plus, ils proposent des solutions concrètes et ils innovent dans la façon de faire. Donc, quand on multiplie ces facteurs-là, c'est une combinaison pour nous qui est très rassurante et dont on tire beaucoup de fierté. Alors justement, comme vous venez de le rappeler, Charles Hémon, vous avez de nombreux intérêts communs, et pas seulement parce que la Caisse des dépôts du Québec est le principal actionnaire d'Alstom, mais aussi parce que vous travaillez ensemble sur le REM, qui est le plus grand projet de transport collectif au Québec, le métro de demain. Alors comment ce projet pour tous les deux, jette-t-il les bases d'une nouvelle mobilité durable, d'une nouvelle manière d'inclure la décarbonation dans les transports dans le quotidien? Comment ce projet en fait prend-il une nouvelle dimension? Je vous remercie de le souligner. Oui, c'est une association qu'on a sur un projet important avec Alstom. Je dirais, oui, c'est un projet majeur. Je prendrai 30 secondes pour le décrire s'il y a des gens dans l'auditoire qui sont pas familiers. Mais en fait, le REM crée cette espèce de cercle vertueux-là dont je parlerai un peu plus tôt. Mais je pense que le REM, si je le décris rapidement, démontre l'impact des partenariats entre les gouvernements, mais aussi les industriels comme Alstom et les investisseurs comme la Caisse. Et cette collaboration-là, pour moi, est essentielle pour l'avenir de la mobilité durable. Si on prend le REM, c'est un projet vraiment d'impact dans la durée. Quelques statistiques, mais c'est un des plus grands projets de transport de mobilité durable au monde. On parle de 7 milliards. À terme, un des plus vastes réseaux. C'est un impact de plusieurs milliards de dollars sur le PIB. C'est 30 chantiers actifs actuellement dans la ville de Montréal. Les équipes d'Henri sont à pied d'œuvre. Il y a 3000 ouvriers. On parle aussi d'un aspect qu'on oublie souvent, une accélération du développement immobilier dans certains endroits à Montréal. Il y a eu 4 à 5 milliards de développement immobilier en 3-4 ans plutôt que sur une décennie comme on l'anticipait. Et nous, la Caisse, on a fait un peu d'innovation dans notre rôle d'investisseur, en ce sens qu'on est un des seuls, je dirais, consolidateurs dans le monde, voulant dire on peut faire la planification, le design, l'ingénierie, la construction, l'opération, le financement, la maintenance. Il y a des consortiums qui font ça, mais on est à toutes les étapes de ce projet-là. Et quand vous dites est-ce qu'ils jettent les nouvelles bases, pour moi, c'est ce cercle vertueux-là qui crée. Et je donne un exemple. Pour la Caisse, le gouvernement et les Québécois. Pour la Caisse, on sécurise un rendement prioritaire d'infrastructure pour 50 à 100 ans. Il y a une protection à l'inflation dans un projet comme ça qui n'est pas à dédaigner pour des bénéficiaires dans le contexte actuel. On protège le capital et il y a une notion de développement économique qui fait partie de notre mandat. Au niveau des gouvernements, ils financent un projet d'envergure, mais hors bilan, qui n'est pas à dédaigner non plus comme avantage dans un contexte où les gouvernements à travers le monde sont très endettés. Ils ont une exécution solide de notre part et de joueurs comme Alstom. Ils obtiennent aussi un rendement financier plutôt que de simplement investir et ça baisse les gaz à effet de serre. Tandis que pour l'écosystème, les Québécois eux-mêmes, ils obtiennent un réseau de transport structurant qu'Alstom met en place avec les consortiums. Il y a une redistribution de richesses, comme je dis un peu, on augmente la qualité de vie et chaque Québécois qui va prendre en fait le REM vient directement en fait financer sa propre retraite avec un rendement à la Caisse des dépôts. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce cercle vertueux-là est intéressant. Il vient s'auto-nourrir et c'est pour ça qu'on a énormément d'intérêt de la part de plusieurs gouvernements dans le monde pour avoir des projets similaires. Et donc, il faut avoir d'autres projets de cette nature-là, selon moi, pour accélérer cette transition-là. Henri Boupère-Lafarge, être opérateur de ce cercle vertueux, justement, vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, bien sûr. D'abord, permettez-moi de dire que déjà en tant qu'Alstom, pour le groupe Alstom, l'importance d'avoir la Caisse comme actionnaire. On ne peut pas opérer une transformation comme celle que nous opérons en interne et dont nous avons l'ambition d'opérer en externe également, sans avoir des soutiens d'actionnaires, des soutiens financiers extrêmement forts. Et de ce point de vue-là, la présence de la Caisse comme notre actionnaire principal évidemment, nous donne la visibilité, le long terme, la convergence de vues et les soutiens nécessaires pour opérer cette transformation. Donc, en plus, j'allais dire, de ce soutien global, il y a ce partenariat que nous faisons effectivement sur la REM et ce qu'a décrit Charles est extrêmement important. C'est-à-dire que nous sommes, une technologie au service de ce cercle vertueux. Nous essayons de le faire fonctionner au mieux et nous essayons de l'optimiser. Et par exemple, sur la REM, nous allons prendre un métro automatique qui, effectivement, comme vous décrivez tout à l'heure, est de notre dernière génération. Donc, on va émettre va consommer moins d'énergie. On va récupérer l'énergie de freinage de ce métro. On va utiliser des matériaux recyclables. On va les produire dans des usines, effectivement, qui ont d'énergie verte, qui sont alimentées par de l'énergie verte. Donc, ça, c'est vraiment à nous de faire en sorte que, en tant que rouage de ce système, nous puissions optimiser à notre niveau et nous intégrions à chacune de nos décisions cet esprit de net zéro. Comment faire pour que chacun des rouages, nous, à notre niveau, nos partenaires, SNC, les autres, puissent eux aussi, à leur niveau, intégrer cette philosophie de net zéro. Et après, il faut des gens comme la Caisse qui puissent permettre la consolidation de l'ensemble et le lancement du projet global. Donc, c'est vraiment un partenariat très fort entre les différentes parties et qui toutes adhèrent à cette philosophie de net zéro. Alors, il nous reste à peine quelques minutes, mais on a quand même envie de vous poser une dernière question pour boucler justement avec le titre de notre table ronde et la question que nous nous posions en introduction. Pour vous, quel est le prochain chapitre, quelle est la prochaine étape pour atteindre justement les objectifs zéro carbone, dont vous parliez à l'instant. Voilà, quel est le prochain step? Henri Poupart-Lafarge, peut-être. Écoutez, pour ce qui est d'Alstom, je crois qu'on peut toujours faire beaucoup plus. Il y a des ruptures d'innovation, il y a des nouvelles technologies sur lesquelles on travaille. Donc, je parlais de l'hydrogène, bien sûr, pour remplacer le diesel, de la batterie. On parle de nouveaux systèmes de traction pour, encore une fois, passer une étape supplémentaire dans l'efficacité énergétique de nos produits. Mais je crois que surtout, on peut faire plus en termes d'état d'esprit, de culture, de changement. Embarquer, par exemple, tous nos fournisseurs et les fournisseurs de notre fournisseur. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Charles, à très juste titre, on ne peut pas se contenter de regarder à notre périmètre. On a une vocation, en quelque sorte, et chacun a une vocation un peu éducative, si l'on peut dire, de transmettre, en tout cas, cette ambition aux acteurs qui nous entourent, aux parties prenantes, à nos parties prenantes. Et donc, je crois que c'est uniquement si on arrive à créer une dynamique autour de notre écosystème, en incluant nos partenaires financiers, en incluant les pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, je crois que Alstom est très fier, avec le train à hydrogène, d'avoir contribué quelque part à l'émergence de l'économie hydrogène, en ayant fait la démonstration que oui, c'était possible d'avoir un véhicule à hydrogène. Et à notre modeste niveau, ça a été, je pense, une des raisons qui ont fait que les autorités à travers le monde se sont mis à plus s'intéresser à l'hydrogène. Ce n'est pas la seule, bien évidemment, mais c'est une des raisons. Et donc, je crois qu'on a tous, là où nous sommes, une mission de convaincre, d'apporter des solutions à l'ensemble des parties prenantes autour de nous sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Charles Hémon, pour vous, le coup d'après? Je dirais que j'en vois deux chapitres ou deux thèmes qui émergent. Le premier, c'est le financement qu'on appelle mix ou souvent en anglais le blended finance. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut innover. Comment ça se décrit? C'est qu'il faut innover un peu dans la façon d'aborder le financement des grands projets, dont la mobilité durable, mais il y en a d'autres. Puis revoir un peu le rôle et la contribution de tous et chacun d'un Alstom, d'une caisse de dépôt ou du gouvernement. Et
Ce que ça veut dire, le blended finance, puis le REM est un peu ça. Je dis souvent au gouvernement, vous n'avez pas besoin de financer. Le capital, les capitaux privés sont immenses. Les gouvernements ont une tendance à vouloir financer, alors que c'est pas là qu'ils vont exceller. Souvent, au gouvernement, vous êtes mieux de dérisquer un projet qui va rendre le niveau de rendement risque attrayant et qui va libérer plein de capitaux, va attirer plein de capitaux privés. Et c'est encore mieux parce que les gouvernements sont endettés actuellement. Et ça va accroître, accélérer la capacité d'investissement global de libérer ces fonds-là. Donc, c'est un appariement qu'il faut faire. Il y a énormément de fonds sur le côté. Il y a des projets trop risqués. Le gouvernement doit se concentrer à dérisquer une partie du projet pour que les investisseurs les trouvent attrayants. Il y a plus de 300 milliards de fonds par année disponibles pour l'infrastructure. Donc, c'est pas au niveau des capitaux qu'on a besoin d'aide. Et c'est important pour financer cette transition-là. Il y a un gap, si vous me permettez l'expression, un écart de plus de 15 trillions d'ici 2040 pour financer la transition, atteindre le net zéro. Donc, c'est une meilleure utilisation des fonds publics et des capitaux privés avec un savoir-faire comme un industriel qui arrive comme Alstom. Ça, ce serait le premier point. Et le deuxième, c'est ce que j'ai fait un peu référence plus tôt que notre enveloppe de 10 milliards, c'est le pivot. Acheter vert, c'est bien, mais acheter brun pour le transformer, c'est encore mieux actuellement parce que on doit décarboner ces grands émetteurs-là. Vous savez, du ciment, on en aura besoin dans 50 ans. Mais c'est responsable d'émissions énormément. Et donc, il faut faire transitionner les sociétés polluantes. Et souvent, les groupes environnementaux nous disent « Ah, elle n'est pas dans ce secteur-là. » Oui, mais l'économie en a besoin. Et je dis souvent aux environnementalistes, ne regardez pas seulement le point de départ. Tous les secteurs ne partent pas du même point de départ. C'est impossible. Ce qui est plus important, c'est pas où on est, mais l'amélioration qu'on a créée avec un secteur qui va nous amener à net zéro. Et décarboner justement cette économie réelle-là va prendre du courage parce que ça implique de repositionner certains actifs qui sinon vont se retrouver sans retour économique. Et c'est là que le pragmatisme dont je parlais plus tôt vient. Mais vous savez, pour un de nos déposants aujourd'hui, un de nos clients, puis je termine là-dessus, c'est un meilleur risque-rendement, une proposition qui est plus adéquate que de rentrer peut-être dans une usine, je dirais comme on fait en Inde, où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie fossile, et avec nos investissements à la caisse, on vient décarboner et repositionner le mix de l'usine vers des énergies à source renouvelable. Et ça, ce que ça fait, c'est que tu investis dans une entreprise à un multiple beaucoup moins cher que si tu achètes un actif renouvelable aujourd'hui. Tu l'améliores dans le mix renouvelable, il devient mieux valorisé. Il y a quelque chose qui se transige à 5-6 fois, peut être vendu à 10-12 fois. Et en plus, ça fait plus pour la transition de l'économie réelle que d'acheter un actif vert aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir à ces aspects-là parce que ça prendra du courage, de l'ambition et du pragmatisme, mais je pense que c'est ce que je vois émerger au niveau de des 2 prochains thèmes au niveau de l'atteinte du net zéro. Nous arrivons au terme de cette discussion. Merci à tous les deux d'y avoir participé dans le cadre de la conférence de Paris. Nous vous souhaitons une très bonne continuation.